Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Je me trouve au Palais Brongniart pour une grande journée consacrée à l'Outre-mer organisée par l'Agence française de développement. Les Outre-mer en transition, quelle stratégie pour demain avec de très nombreux intervenants. En ma compagnie, Fabrice Ricci, qui est directeur département Outre-mer au sein de l'AFD. Alors pourquoi cette journée avec de nombreux thèmes qui seront abordés, M. Ricci, aujourd'hui? Oui, absolument, merci. Eh bien, écoutez, cette journée, elle est liée à la volonté d'engager un débat sur le devenir économique des Outre-mer. Alors, pourquoi cette période? On rentre dans une période de débat politique, ça n'aura échappé à personne. Et dans cette période de débat politique, on souhaitait qu'il y ait un débat sur les économies ultramarines de façon à alimenter le débat politique. Vous savez sans doute que dans ce débat, on parlera des Outre-mer à maintes reprises, on en a commencé déjà à en parler. Et donc notre proposition, c'est de rassembler des intervenants de toutes les origines, à la fois des élus, mais aussi des chefs d'entreprise, du monde associatif, des institutions, des représentants d'institutions publiques, et de les faire s'échanger sur ce fameux modèle économique et sur les leviers de la croissance pour demain pour les Outre-mer, sachant bien qu'on parle bien des Outre-mer et qu'on a essayé justement d'avoir une vue diverse des Outre-mer et non pas une vue unique. Évidemment, de très nombreux ateliers seront organisés tout au long de cette journée. Que peut-on attendre de ces ateliers? On attend du débat. Les ateliers sont structurés autour de 3 ou 4 interventions. Donc c'est des ateliers thématiques, la productivité, la gouvernance, les nouvelles technologies, l'innovation. Enfin bon, il y a 6 ateliers en tout, avec à chaque fois 3 ou 4 intervenants, avec aussi des vidéos sur des expériences vécues dans les Outre-mer. Et donc ce qu'on attend de ces débats, c'est un échange bien entendu entre les intervenants à la salle, et ensuite de pouvoir consolider au sein d'une séance de restitution avant l'intervention de la ministre, de façon à sortir des actes, si je puis dire, de cette journée et à ce qu'on mette sur la table un certain nombre de propositions sur le levier de développement économique. Plus du marché du travail par rapport aux moyennes métropolitaines et encore plus par rapport aux départements métropolitains. Je passe rapidement sur les autres points. Nous sommes en plus dans une situation globale des départements d'outre-mer qui, du fait de cette pénurie d'emploi, du fait de cette exclusion, du fait de ces taux de chômage importants, du fait de cette culture de la non-activité, se traduit par une précarité extrêmement forte. Nous avons donc calculé les taux de pauvreté dans chacun des 4 départements d'outre-mer, et vous voyez que la part des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté atteint des niveaux extrêmement importants, qui d'une part traduit le rapport avec ce qui se passe en métropole, mais traduit surtout, et c'est important, les inégalités internes dans chacun de ces territoires. Et l'égalité réelle, c'est aussi la question de l'inégalité au sein de chacun des territoires, et je voudrais insister là-dessus. Nous sommes toujours au Palais Brongniart pour cette journée consacrée à l'Outre-mer avec ce thème, les Outre-mer en transition, quelle stratégie pour demain? Une manifestation organisée par l'Agence française de développement. En ma compagnie, Marinette Torpille, qui est conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi, de l'aide aux entreprises à l'Assemblée territoriale de Martinique, qui vient de présider un atelier très important avec beaucoup d'intervenants ayant pour thème employabilité, montée en compétences, quels défis et quels leviers mobilisés. Alors, que peut-on tirer de cet atelier, madame? D'abord, je suis conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique et non à l'Assemblée. Non, il y a une coquille. Précision. D'accord, oui. Non, effectivement, l'atelier était très intéressant parce qu'on remarque bien dans nos territoires, quels qu'ils soient, de l'outre-mer, on a vu que les exemples donnés se ressemblaient, qu'il y a un problème sur l'employabilité. Et si on ne travaille pas l'employabilité, on ne pourra pas réduire le taux de chômage. Et donc, faut-il anticiper? Faut-il mettre en place des systèmes? Il ne faut pas laisser sur le bord de la route ceux qui ont décroché du système scolaire. Il faut aussi que la formation puisse être en adéquation avec les besoins du marché. Il faut qu'on soit proche des besoins de l'entreprise, les connaître, il faut pouvoir anticiper. Enfin,
tous ces sujets ont été soulevés et ce qui est quand même intéressant, que moi de la Martinique, quand j'entendais des interventions de personnes de la Réunion ou de Guyane et tout, à beaucoup de, je dirais à quelques différences près, on se ressemble parce que nous nous retrouvons avec les mêmes difficultés qu'on retrouve aussi au national, sauf elles sont plus accrues dans nos territoires éloignés. Quand vous dites anticiper, il faut prendre ces problèmes bien en amont, à présent, aujourd'hui. Eh bien, oui, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il est dit, reconnu que la Martinique sera dans 30 ans, en 2030, même pas dans 30 ans, bien avant, le plus vieux département de France, avec une moyenne d'âge donc la plus élevée. Ce qui fait que nous avons donc les chefs d'entreprise qui arrivent en fin d'activité. Il faut penser à prévoir donc cette transmission ou cette reprise d'entreprise. Il faut penser aussi à prévoir aussi à remplir les besoins de ces nouveaux seniors qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas les mêmes qu'avant quand on était vieux à 70 ans ou à 65 ans. On n'avait pas beaucoup, je dirais, d'activités ni de possibilités de faire autre chose. Aujourd'hui, nous avons quand même, grâce à, je dirais, l'évolution de la médecine, nous arrivons quand même à une fin d'activité professionnelle, mais en forme. Donc les seniors ont des besoins différents de ce qu'ils avaient avant et il faut anticiper pour répondre à ces besoins. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des métiers de la formation qui se mettent en place, enfin donc par la formation qui doivent se mettre en place et qui répondront à ces nouveaux besoins. Mais si on n'anticipe pas, c'est pas quand on aura constaté que nous ne remplissons pas les besoins et tout, il faut arrêter de courir après les choses. On peut y penser dès maintenant pour être au rendez-vous en 2030. Alors, d'autres thèmes seront abordés tout au long de cette journée, des thèmes fort intéressants pour les régions d'outre-mer et notamment la Martinique. Oui, effectivement. Vous savez, nous avons vraiment à voir un peu, je dirais, l'ensemble de nos problèmes, de notre développement, puisque nous voulons un nouveau modèle de croissance. Et il y a, je dirais, différents aspects à voir de nos économies insulaires et aussi de notre démographie. Nous avons vraiment aujourd'hui par exemple des choses aussi qui sont différentes. Par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, on aura une population vieille. En Guyane, ils doivent faire face à une jeune population qui vient surtout de l'immigration. Donc ce sont d'autres problèmes. Mais il n'empêche que pour tous nos territoires, il faut arriver à ce qu'on ait un développement économique, une croissance qui soit au rendez-vous. Sinon, c'est à désespérer. Alors, on rencontre de plus en plus de jeunes qui arrivent avec des idées nouvelles, innovantes. Il faut les aider aujourd'hui. Est-ce que la collectivité territoriale de la Martinique est prête à aider tous ces jeunes qu'on a rencontrés d'ailleurs lors de projets de start-up encore la semaine dernière au ministère des Outre-mer? Alors vous savez, je n'aime pas trop dire aujourd'hui il faut aider, il faut aider. Il faut un projet. Si le projet a un modèle économique qui est fiable, il y aura effectivement du financement qui peut être apporté. Mais c'est-à-dire dire je monte une start-up et il faut m'aider, c'est pas ça. Il faut qu'on étudie la question. Et souvent, on voit que si les start-up qui sont bien structurées, qui sont bien réfléchies, ils trouveront des financements. Il y a des personnes qui veulent bien investir dans ce type d'entreprise. Je dirais le financement dans ce type d'entreprise ne manque pas vraiment. Bon. Maintenant, il y a une politique à mettre en place pour ces métiers qui sont des métiers du numérique le plus souvent, qui ont besoin d'être soutenus en termes de capital et pas obligatoirement en équipement. Et c'est vrai, c'est une autre politique à développer. On est en train d'y réfléchir en Martinique, mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que quelle que soit l'activité économique, l'entreprise que l'on veut monter, il faut bien structurer l'idée au départ, bien structurer son business plan et ensuite le business model d'abord et ensuite le business plan. Et en principe,
il devrait y avoir du financement derrière. Toujours au cœur de cette journée, il y a pour thème les Outre-mer en transition. Quelle stratégie pour demain, organisée par l'AFD, l'Agence française de développement, avec la présence de toutes les régions d'Outre-mer, Mayotte, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, des intervenants qui ont fait le déplacement. C'est le cas de Justine Bénet, qui est conseillère départementale de la Guadeloupe et qui vient de participer à un atelier qui est intitulé « Croissance inclusive ». Comment passer du principe à la réalité? Et on l'a écouté, elle a formidablement parlé comme il se doit des problèmes de la Guadeloupe. C'est exact? Tout d'abord, remercier l'AFD de nous avoir invités à ces 75 ans, où nous avons pu évoquer le rôle majeur du Conseil départemental de la Guadeloupe dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et dire que c'est une chance pour la Guadeloupe comme levier de développement. Et vous avez pu entendre, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, nous avons 4400 acteurs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations. Et nous savons que nous devons travailler en partenariat avec eux parce que c'est un potentiel d'emploi et ce, non délocalisable. 11% d'emplois non délocalisables, un secteur très féminisé avec beaucoup d'associations qui œuvrent dans le cadre de l'accompagnement de la personne vieillissante, de la personne en situation de handicap ou d'associations dans le cadre des structures d'insertion par l'activité économique, des mutuelles que nous connaissons. Je peux en citer deux, la MGPS, la Mutualité française, les fondations et autres. Et dire qu'aujourd'hui, nous devons d'utiliser l'ensemble de ces outils pour développer l'emploi, en tout cas local, en Guadeloupe. Et je sais que nous avons participé à l'atelier ESS avec le Conseil régional de la Guadeloupe. Aujourd'hui, force pour nous, après les Ductours, dans le cadre du mois de l'ESS, où nous avons été à la rencontre de beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce secteur-là, aussi bien au Lamentin, à Sainte-Rose, à Bémao et mercredi, le 7 décembre, le village de l'économie sociale et solidaire, dire que la collectivité départementale joue un rôle majeur. Nous avons toute légitimité du fait que nous soyons la collectivité de toutes les solidarités, toute crédibilité parce que depuis un moment, nous sommes dans un cadre partenarial avec l'ensemble de ces associations, l'ensemble de ce secteur. À vous entendre aujourd'hui, on peut vaincre le chômage en passant par ces nouvelles idées qui émergent. Je dirais que nous pouvons valablement accompagner les jeunes, les personnes en situation de chômage vers ces emplois-là. Parce que nous savons, et tout à l'heure je l'ai dit, j'ai pu donner comme exemple deux associations, l'association Verte Vallée au niveau de Vieux Habitants, l'association Casabroc, et j'aurais pu citer Paix 2002 de Bémao, j'aurais pu citer la FAGE de Sainte-Rose, qui justement font un travail énorme avec les jeunes dits en difficulté, avec une partie emploi dans le cadre de contrats aidés, CUI, CAE, et l'autre partie où ils apprennent une qualification justement pour les sortir du chômage. Et je rappelle que ces associations, ces structures d'insertion par l'activité économique, lorsque les jeunes ont un fort potentiel, les accompagnent dans le cadre de la création d'activités ou des fois peut les garder dans le cadre de CDDI. Et ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle pour les Outre-mer et c'est une chance pour la Guadeloupe. En ma compagnie, Willy Rosier, qui est le directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui vient de participer à un atelier ayant pour thème des territoires plus attractifs et plus ouverts. Comment faire? Alors, que peut-on tirer, puisque ça vient de se terminer, de cet atelier, Willy Rosier? Très enrichissant. Je pense que ce qui a été dit est complémentaire. Vous avez vu, on a beaucoup parlé d'identité. Mettre en valeur une vraie identité, une identité qui est claire, avec un positionnement qui est clair. Et on a parlé de complémentarité. En fait, les territoires, notamment dans leur bassin, peuvent être complémentaires. Là, on parle de la Guadeloupe. Je pense que c'est le cas avec la Martinique, la Guyane. On est complémentaires, on n'est pas concurrents. Et cette identité, ce positionnement et cette complémentarité sont clairement les solutions pour demain. Nous avons des environnements qui sont ultra concurrents, avec on le sait, des coûts structurels qui sont beaucoup plus bas que les nôtres. On sait aussi que nous avons aussi des atouts en termes de savoir-faire, en termes sur des éléments liés souvent à la nouvelle technologie ou aux énergies durables. On doit pouvoir non seulement
se positionner sur ce marché mondial, là en l'occurrence le tourisme, avoir une vraie identité, on doit savoir pourquoi on vient en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qui nous fait rêver. Et malheureusement là-dessus, plus on sera multiple, plus notre image sera confuse. Là, il faut savoir mettre en avant une image claire et un positionnement clair. Et par rapport à nos amis de la Caraïbe française, par exemple, on doit pouvoir être complémentaires. Voilà ce que j'en retiens. On entend depuis ce matin, les problèmes sont communs, hein, à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île Maurice. Et c'est là qu'il faut se mettre ensemble pour essayer de propulser, sortir des idées nouvelles. Oui, et puis il y a une véritable, ce qu'on appelle une organisation économique du territoire. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, vous savez, les fonds publics, qu'ils soient de l'État français, soit de l'Europe, qu'ils soient même de nos régions, il est clair que ces fonds doivent servir à des choses, à des éléments qui sont des éléments moteurs. On doit pouvoir investir sur du durable, sur du pérenne, sur des structures économiques qui sont pérennes. On doit pouvoir attirer des investisseurs étrangers. On doit pouvoir stimuler l'investissement local. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font partie d'une organisation qui doit être performante, une organisation économique du territoire. Et cette organisation, nous proposons de la construire autour de la marque du territoire. Et la marque du territoire doit constituer une vraie référence, ce qu'on appelle une marque de référence. Aujourd'hui, les îles de Guadeloupe, avec notre archipel et nos îles, nous commençons vraiment à glaner les résultats de notre travail. Et vous le voyez, notamment avec TripAdvisor, qui dit que voilà, aujourd'hui, les Français, ils plébiscitent la destination numéro 1, c'est la Guadeloupe. C'est pas la République dominicaine, c'est pas l'île Maurice, c'est pas l'Asie, c'est pas les États-Unis, c'est la Guadeloupe. Alors pourquoi ? Parce que ils se sont remis à rêver non pas de la Guadeloupe en soi, mais à rêver de Marie-Galante, à rêver des Saintes, à rêver de la Désirade, à rêver de Basse-Terre ou de Grande-Terre. Nous avons renouvelé le rêve. Maintenant, ce qui est important de continuer à faire, c'est d'organiser pour que ce rêve, quand il vienne chez nous, soit une réalité. Et là, c'est de l'organisation, les privés et le public, ensemble, sur cette organisation territoriale qui permet à nos visiteurs de laisser un maximum de devises et qui ira tant au commerce qu'à l'artisanat, qu'à l'agriculture, qu'aux arts, qu'à l'ensemble aux services, qu'à l'ensemble de nos économies sectorielles. Monsieur Edmond Mariette, aujourd'hui on a abordé véritablement de nombreux sujets d'ordre économique qui concernent ces régions d'outre-mer. Vous avez vous-même participé à un atelier. Qu'en est-il sorti ? Alors il est sorti qu'aujourd'hui nous rentrons dans une nouvelle phase et d'ailleurs la ministre Erika Baretz le soulignait, on est en train d'assister à une révolution conceptuelle. Il faut arrêter de penser et de faire pour les Outre-mer. Il faut aujourd'hui que sur chaque territoire ultramarin, nous puissions nous définir les schémas et les plans que nous souhaitons voir mettre en œuvre et faire en sorte que le législateur et le gouvernement nous accompagnent parce que sur place, de par l'expertise que nous avons, de par la prise de conscience aujourd'hui qui s'est fait jour, nous ne pouvons plus assister sur nos territoires aux îlots de pauvreté, à la montée du chômage, à la pauvreté telle qu'elle s'installe chez nous. Ce n'est plus supportable. Il faut des acteurs locaux. Il faut non seulement des acteurs locaux, mais surtout, il faut qu'ils puissent fédérer leur savoir-faire. Il faut que cela repose sur un socle et il faut demander à l'État, non pas plus d'argent, mais que son accompagnement soit total et qu'il soit mieux réparti et mieux équilibré. Autrement dit, des politiques publiques qui font leur preuve dans l'Hexagone, sur nos territoires, quand elles ne sont pas adaptées à notre tissu économique, à nos réalités de terrain, ne peuvent absolument pas donner des résultats conséquents et convenables. On a beaucoup parlé du vieillissement de la population de Guadeloupe comme de la Martinique. Il est grand temps de prendre par exemple ce problème en amont. Oui, il faut prendre ce problème à bras-le-corps, à la fois parce qu'aujourd'hui, il y a une silver economy qui doit se développer sur tous les métiers d'accompagnement du troisième âge. Ça va de la gériatrie à tout ce qui peut être mis en place et en œuvre pour accompagner ces personnes âgées dont certaines deviennent de plus en plus dépendantes. Mais il y a un autre sujet important, celui-là, c'est celui de la revitalisation humaine de nos territoires. Notre jeunesse s'en va, elle ne revient pas. Les plus diplômés ne trouvent pas à être employés chez nous, sauf quand ils sont déqualifiés. Nous avons besoin
sur ce sujet-là en particulier, d'avoir un regard à la fois pour créer les niches, pour faire revenir ces jeunes Martiniquais ou ces jeunes Guadeloupéens, mais surtout concevoir aujourd'hui des dispositifs qui vont permettre de garder la jeunesse antillo-guyanaise sur nos territoires et sur nos régions. Ma compagnie Luc Laventure, on n'a plus besoin de présenter, qui était chargé de l'animation de cette journée si importante pour les régions d'outre-mer, organisée par l'Agence française de développement. Alors, nous arrivons au terme de cette journée, Luc Laventure. Quelle conclusion et comment avez-vous trouvé les débats? Il y a eu beaucoup d'ateliers, on a beaucoup parlé de l'économie de ces régions d'outre-mer. En général, ce genre de manifestation, pour reprendre une expression triviale, est infaisable. Comment faire parler des gens qui viennent de tous les points du globe, les faire venir converger à Paris et les faire parler? C'est un côté surréaliste. Et puis on avait un petit peu peur qu'il y ait des affrontements, parce qu'il y avait des économistes distingués, il y avait des politiques, il y avait des présidents d'associations, il y avait des jeunes, il y avait des très jeunes. J'allais dire qu'il y avait presque des aigris, des gens qui se disaient on n'arrive pas, on n'en arrive pas. Eh bien, tout cela s'est passé en bonne harmonie. C'est vrai que l'AFD a fait un travail en amont extrêmement précis, a tissé la toile de façon très méticuleuse, et effectivement toute la journée s'est déroulée sans anicroche, et même quelquefois quand il y avait des épines, les gens arrivaient à se parler, et c'était le but du jeu. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.